Aujourd'hui, fini les politesses. Pas de poudre aux yeux. Pas de discours aseptisés pour calmer la foule. Ce qui vient de se produire entre Trump et Macron n'est pas un simple accrochage diplomatique. C'est une déflagration politique qui secoue Paris comme un séisme de magnitude 9 et dont les ondes traversent déjà l'Europe entière jusqu'au couloir de Berlin, où les dirigeants observent la scène avec une inquiétude presque palpable. Une scène qui dévoile brutalement un rapport de force que la France tentait de cacher depuis des années, rester jusqu'au bout, parce que ce qui suit dépasse tout ce que vous avez vu ces dernières années. Trump n'a pas seulement envoyé une pique, il a lancé une ogive verbale, brutale, sans filtre, un tir direct provenant du cœur même du Congrès américain. Fini les échanges feutrés derrière des portes capitonnées. Fini les sourires diplomatiques devant les caméras. Cette fois, c'est un orage politique qui vise Macron au centre de l'Élysée, exposant au monde entier les failles profondes d'un pouvoir qui se croyait à l'abri. Le récit officiel entretenu par les médias d'État français, celui d'une alliance transatlantique solide, exemplaire, presque sacrée, vient d'être pulvérisé. Washington envoie désormais un message limpide. Si la France se montre incapable de protéger ses propres citoyens, incapable de garantir une liberté d'expression qui ne soit pas un slogan creux, incapable d'empêcher la persécution ouverte de ceux qui pensent autrement, alors les États-Unis interviendront, point final. Pendant que les analystes européens tentent encore de comprendre l'ampleur de ce séisme, Macron se précipite devant la presse, dans une tentative désespérée de recoller les morceaux d'une image déjà fendue de toutes parts. Avec son ton professoral habituel, il affirme avoir eu un long échange téléphonique avec le président Trump, comme s'il voulait se donner un rôle central dans une partie politique qui se joue désormais sans lui. Il se met en scène comme un grand stratège mondial, alors qu'il tente simplement de sauver les apparences face à un allié qui a clairement perdu patience. Macron poursuit en expliquant doctement que la fin d'une guerre ne peut se décider que si l'Ukraine est d'accord. Une phrase qui résonne comme un cours magistral donné à un dirigeant américain qui, Louis agite, tranche, avance. Le contraste est saisissant. D'un côté, un président français qui sermonne, qui théorise, qui discute. De l'autre, un Trump qui bouscule, qui impose son tempo, qui refuse catégoriquement de se laisser dicter la moindre ligne par un pouvoir français en déclin. Et puis vient le moment où Macron ressort le mémorandum de Budapest, ce vieux papier poussiéreux de 1994 qu'il brandit comme une relique sacrée censée impressionner Washington, un document qui n'a jamais empêché la moindre escalade, mais que Macron continue de présenter comme un pilier incontournable de la sécurité européenne. Toujours les mêmes recettes, les mêmes promesses vides, les mêmes slogans diplomatiques qui ne produisent absolument rien de concret. C'est précisément là que Trump explose. Selon des sources internes, directement au fait de la discussion, voici l'essence de ce qu'il réplique à Macron. Et c'est un uppercut politique qui laisse la France groggy. Emmanuel, cela fait 10 ans que l'Europe tourne en rond, 10 ans à discuter, à hésiter, à empêcher toute avancée parce que Bruxelles et Paris veulent toujours contrôler le moindre détail. 10 ans de bureaucratie paralysante. Et pendant ce temps, rien n'avance. Trump ne s'arrête pas là. Il accuse l'Europe de bloquer des solutions concrètes par pur réflexe idéologique, de privilégier le discours à l'action, l'apparence au résultat. Il martèle que l'Ukraine n'a pas besoin de sermons français, mais de décisions réelles, immédiates, tangibles, et il annonce que les États-Unis agiront désormais avec ou sans l'approbation française. Puis tombe le coup de grâce, celui qui fait vaciller toute la posture française. Trump reproche ouvertement à Paris et à l'UE de réclamer des milliards pour acheter des armes américaines tout en laissant leurs propres armées dépérir. Sous-financées, à la limite du dysfonctionnement, il dénonce une France qui demande toujours plus aux autres, mais qui sacrifie son propre peuple à cause de l'inflation, des tarifs de l'énergie écrasants et de choix politiques incohérents. À ce moment-là, il ne reste plus rien du vernis présidentiel
C'est une humiliation publique, un démontage en règle, un rappel brutal que la France n'est plus le pilier géopolitique qu'elle prétend être, pendant que Macron se noie dans des discours interminables pour se donner une stature. Trump trace sa voie avec une détermination glaciale. La scène est d'une clarté terrifiante. D'un côté, un président français qui multiplie les hésitations, les détours, les nuances, comme s'il parlait dans un amphi universitaire. De l'autre, un dirigeant américain qui tranche, qui décide, qui impose son rythme au monde. La comparaison est brutale. Et elle est en train de réveiller des millions de Français qui observent, médusés, l'effondrement progressif de l'autorité française sur la scène internationale. Ce contraste déjà saisissant explose encore davantage lorsque la voix d'Anna Paulina Luna s'élève. Une personnalité républicaine dont la détermination fait l'effet d'une lame d'acier. Elle arrive en Europe comme une éclaireuse, porteuse d'un message transatlantique sans ambiguïté, et va directement à la rencontre des figures montantes du RN. Pas de diplomatie tiède, pas de façade creuse. Elle entre dans l'arène française en assumant ouvertement son but. Pour elle, les États-Unis ne reconnaissent plus le récit officiel, ni celui de Paris, ni celui des médias subventionnés. Elle se tient aux côtés de Jordan Bardella, non comme une courtoisie protocolaire, mais comme un symbole. Washington choisit d'investir dans l'avenir politique que la France officielle tente de marginaliser. C'est alors qu'elle lâche la bombe qui fait sauter les verrous du mensonge médiatique. Elle parle ouvertement de persécution politique en France. Pas en Chine, pas en Turquie, mais en France. Elle évoque une militante RN jeune, brillante, qui n'a pas d'autre choix que de demander l'asile politique aux États-Unis parce que son propre pays la cible, l'humilie, la réduit au silence. Le simple fait que cette réalité existe suffit à fissurer l'image internationale de la France. Mais le pire, c'est que les médias publics français se taisent. Zéro reportage, zéro enquête, zéro débat. Ce silence complice est l'aveu le plus accablant, ce que le pouvoir ne peut pas contrôler. Il l'étouffe, mais ce n'est que le début. Peu de temps après cette révélation, une autre crise éclate en France. Dans une ville ordinaire, autour d'un événement parfaitement légal, la fondation de l'Organisation des jeunes RN, un simple rassemblement démocratique de jeunes citoyens âgés de 14 à 35 ans, un événement qui, dans un pays normal, ne poserait aucun problème. Mais en France, cela déclenche une vague d'intimidation d'une ampleur délirante. Les hôtels annulent, les traiteurs disparaissent, les prestataires effacent leur nom des factures sous la menace. Des groupes radicaux publient des listes noires dignes des heures les plus sombres, en diffusant noms, addresses, contacts et incitations à la violence. Et le plus effrayant, ce n'est pas l'existence de ces groupes, mais le fait que les autorités observent la scène sans intervenir, au mieux silencieuses, au pire complices. La CGT et la CFDT déploient des moyens massifs, utilisant l'argent des cotisations pour financer des bus entiers, afin de faire descendre dans la rue des foules gigantesques contre quelques centaines de jeunes sans défense, 30 000, 40 000 personnes, organisées, encadrées, mobilisées pour faire taire des adolescents patriotes, une disproportion absurde, une démonstration de force qui n'a qu'un but, instaurer la terreur politique. Et pendant que cette spirale de violence monte, où est Emmanuel Macron? Où sont les membres de Renaissance? Où sont ceux qui prétendent défendre les libertés républicaines? Ils se taisent, ils regardent, ils laissent faire. Ils disparaissent derrière des portes closes pour éviter de prendre position. Leur silence devient une signature, celle d'un pouvoir qui a renoncé à défendre ses citoyens. C'est précisément à ce moment que Washington, sous la présidence de Trump, intervient avec une fermeté glaciale. Le message américain devient public, clair et tranchant. Si la France refuse de protéger la liberté d'expression, si elle persécute ses dissidents et laisse la violence militante remplacer l'état de droit, alors cette affaire n'est plus interne. Elle devient internationale. L'invitation de toute la direction du RN à Washington n'est pas un geste symbolique. C'est un ultimatum.
un avertissement solennel à Macron et à tout l'establishment politique français. Les États-Unis prennent position et considèrent officiellement le RN comme l'interlocuteur légitime de la France, et tout le monde sait ce que cela implique. Une scène internationale amplifiée, une reconnaissance mondiale qui force le respect, un soutien politique, médiatique, stratégique, un changement d'équilibre qui donne le vertige aux vieux partis français. Soudain confrontés à leur propre insignifiance, cette crise devient alors un test historique pour la démocratie française. Un test qui révèle une vérité que le pouvoir refuse d'admettre. En 2025, en France, la liberté d'opinion n'est plus garantie. Celui qui pense différemment est ciblé. Celui qui contredit la ligne officielle est traqué. Celui qui ose aimer son pays est suspect. Et pendant que la France s'enfonce dans une logique de contrôle idéologique, les États-Unis affirment clairement qu'ils n'accepteront plus cette dérive. Macron se retrouve face à un choix qu'il ne pourra plus repousser. Soit il défend enfin les citoyens français, la Constitution, la liberté fondamentale qu'il a juré de protéger, soit il laisse le pays sombrer dans une dictature d'opinion où la peur remplace le débat. Mais une chose est désormais certaine, le monde regarde. Et Washington n'attendra plus.